Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur Emmanuel Macron, compilation des mensonges de l'interview. Aujourd'hui, je vais très vite passer sur l'intro car la vidéo est beaucoup plus longue que prévu, mais ça va vraiment cartonner. Alors faites chauffer les popcorn. Je vous invite à partager cette vidéo un max sur tous les réseaux sociaux pour éviter la censure. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite tous sur Odyssée. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Odyssée, c'est comme YouTube mais sans absolument aucune censure. Et avec des récompenses pour aider tous vos créateurs favoris. Regardez dans la description, je vous ai mis le lien ci-dessous pour pouvoir vous inscrire. Alors venez nous rejoindre, nous sommes déjà plus de 35 000 sur ma nouvelle chaîne Odyssée et de plus en plus de youtubeurs nous rejoignent tous les jours. Je vous remercie aussi de votre aide pour ma cagnotte Tipeee et ma cagnotte Paypal pour mes vidéos quand elles sont démonétisées. Alors Monsieur le Président, est-ce que l'on perd le contrôle? Nous n'avons pas perdu le contrôle, nous sommes dans une situation qui est préoccupante et qui justifie que nous ne soyons ni inactifs, ni dans la panique. Nous avons appris de la première vague. Notre pays a subi cette vague de plein fouet. Un rapport d'ailleurs vient d'être rendu qui fait l'analyse de ce qu'on a bien fait, moins bien fait, mais qui a frappé toute l'Europe, le monde entier même. Nous avons eu, durant cette première vague, 30 000 victimes. Depuis lors, 2 000 victimes supplémentaires. Alors écoutons si effectivement nous avons perdu plus de 30 000 personnes à cause du grand coronavirus. Nous avions déclaré 30 000 morts à l'époque. Ça faisait 15 jours que les gazettes se faisaient l'écho de morts cachées à domicile. On avait même vu des études faites par je ne sais quelle structure disant qu'il y avait 10 000 morts cachées à l'hôpital. Suite à des comptes, quand vous comparez la mortalité sur la période de la première vague versus la même période les années précédentes, on aurait dû attendre à ce qu'il y ait 20 ou 25 000 morts, et nous en avons déclaré 30. Donc ça veut dire que non seulement il n'y a pas eu de mort cachée, mais probablement qu'un certain nombre de personnes qui sont décédées porteurs du Covid ne sont pas nécessairement décédés du Covid. Bien. Comme on l'entend dire, ce gars qui est notre ministre de la Santé devant la commission du Sénat, plus de 30 000 personnes sont mortes positives au coronavirus, mais pas mortes à cause du coronavirus. Alors on revient sur notre cher président qui nous veut que du bien. Le virus que nous connaissons maintenant depuis le début de l'année et qui nous frappe depuis 8 mois revient. Nous sommes dans ce qu'on a souvent appelé cette deuxième vague. Et ça remonte partout en Europe. Au moment où nous nous parlons, l'Allemagne est en train de prendre aussi des mesures restrictives parce qu'elle a beaucoup de cas. Elle est 15 jours, 3 semaines derrière nous, mais dans une situation préoccupante. L'Espagne, les Pays-Bas sont aussi dans une situation très préoccupante, avec même plus de cas rapportés à leur population que nous. Alors écoutons un nouveau révolté, un nouveau rassuriste qui sent bien le vent tourner et qui essaye de sauver ses fesses. En Ile-de-France, j'ai eu le chef des services des urgences immobilières, il m'a dit, en sortant d'une interview, il m'a dit « Je suis d'accord avec toi, c'est en train de diminuer ». Donc je ne sais pas pourquoi, sans doute parce que Macron prend la parole, il y a une espèce de spéculation sur des choses incroyables qu'on annonce. Moi, je n'y crois pas une seconde. Alors, le reconfinement, j'y crois pas une seconde. Et même le couvre-feu, je ne vois vraiment pas ce qui le justifie. On est en train d'arriver au sommet de ce second pic. C'est déjà en train de redescendre tous les chiffres. Je rappelle que le pseudo-docteur Blachier, avec des liens d'intérêt énormes avec Gilead et plein d'autres laboratoires pharmaceutiques, nous prédisait l'apocalypse. 85 000 morts minimum, même avec tous les gestes barrières, le masque et la plume dans les fesses. Moi, je comprends pas ce qui se passe aujourd'hui. Je comprends pas pourquoi là on est si stressé maintenant, alors que quand je regarde les courbes d'entrée en réanimation, c'est déjà en train d'infléchir. Les courbes de passage aux urgences, les courbes de SOS médecins, ils ont déjà passé leur pic il y a 1 à 2 semaines. Nice et Bordeaux. Nice et Bordeaux, toutes les villes du Sud qui ont connu leur pic, c'est déjà terminé. Il y a un autre pool de villes qui sont au sommet du pic et il y en a d'autres qui arrivent, comme Toulouse et Montpellier. Hier, j'ai eu plusieurs urgentistes et réanimateurs qui m'ont appelé, ils m'ont dit « Je suis d'accord avec toi, on a atteint le pic ». Et oui, mais visiblement pas pour tous les banquiers d'investissement. Écoutons. Ce virus frappe toutes les catégories d'âge et il y a des formes très sévères à tous les âges. La moitié du nombre de Covid qui sont en réanimation ont moins de 65 ans. Au moment où je vous parle, nous avons des centaines de milliers de nos concitoyens qui ont eu ce virus, qui en sont sortis, qui sont en train de l'avoir, qui en sortiront, mais qui ont perdu l'odorat, le goût, qui auront des lésions, des poumons, parfois des conséquences cardiaques, gastriques, d'autres cérébrales. Alors écoutons le docteur Xavier Potet sur les manipulations de chiffres. Il suffit de regarder, parce qu'évidemment les chiffres on peut les manipuler un peu dans tous les sens. Parfois on regarde les entrées, parfois on regarde les taux d'occupation, parfois on regarde les décès, etc. C'est assez compliqué de s'y retrouver. On n'utilise pas toujours les mêmes critères, surtout pas ceux qu'on avait utilisés lors de la première vague, si tant est qu'on puisse dire aujourd'hui que celle-ci est une deuxième vague. On voit un taux d'occupation des lits de réanimation, je parle bien de taux d'occupation, qui n'évolue pas beaucoup, malgré qu'il y ait beaucoup d'entrées. On a effectivement des gens qui rentrent en réanimation, mais on a un taux d'occupation qui reste relativement faible. Allez, retour sur l'ex-employé des Rothschild qui doit bien stresser dans son caleçon avec ses potes américains qui se retrouvent dans des scandales énormes. Je parle d'Hillary Clinton, de Barack Obama ou de Joe Biden. Là, ça va faire
très mal. Et en ce moment, nous avons 20 000 cas en moyenne par jour de plus. 20 000. Au moment où je vous parle, et depuis plusieurs jours, nous avons donc, chaque jour 200 de nos concitoyens qui rentrent en réanimation. Aujourd'hui, 226. Et nous avons 32% de nos services de réanimation qui sont occupés par des concitoyens qui ont le Covid. Ce qui veut dire que nos services de réanimation sont aujourd'hui dans une situation de pression qui n'est pas soutenable. Alors écoutons le professeur Megarban justement sur la pression dans les lits de réa chaque hiver. Moi je connais tous les hivers à Paris, les lits de réanimation sont totalement saturés. Nous transférons des patients à Orléans, à Chartres, tous les hivers. En temps normal déjà. En temps normal. Avant la période, on n'en parlait jamais. Comment Avant la période bien sûr, Covid. on n'en parle pas. Alors que nous, on en parle tous les jours. On demande des lits supplémentaires. Rien ne nous est accordé. Et oui, la pression est toujours énorme chaque hiver et Macron a fermé 4500 lits de réanimation entre 2017 et 2019. Et devinez quoi, après le printemps de cette année, donc après l'épidémie, depuis mai, ils ont fermé 2000 lits supplémentaires. Et ils ont coupé le budget des hôpitaux de 900 millions d'euros. Vous inquiétez pas, tout va bien. Aujourd'hui, nos soignants sont très fatigués, à juste titre parce qu'ils ont été au front pour la première vague, ils ont ensuite dû reprogrammer tous les autres soins durant tout l'été et il y a cette deuxième vague. Et donc nous n'avons pas de lits en réserve, de lits cachés. Et donc c'est pour ça que nous devons prendre des mesures plus strictes pour justement reprendre pleinement le contrôle, pour reprendre votre formule. Bref, on comprend bien qu'ils ont organisé la destruction de l'hôpital public. Écoutons le docteur Nicole Delépine qui se bat avec son mari, le docteur Gérard Delépine, depuis très longtemps contre les mensonges d'État et pour relancer l'hôpital public. Ces deux docteurs sont des experts reconnus mondialement en oncologie. On nous dit d'un côté la vague augmente, et d'un autre côté, certains nous disent absolument le contraire. Est-ce qu'on ne pourrait pas savoir de façon objective, on n'ose plus employer ce mot, ça a l'air d'une obscénité, objectivité. Oui, bah, je crois qu'on pourrait savoir si on donnait les vrais critères, hein, c'est-à-dire effectivement les critères de vrais malades et de mortalité, alors que maintenant, quand un critère marche plus, comme dit l'autre, on change de critères et comme ça, on continue à vous faire peur. Et oui, au départ, c'était le nombre de morts qui comptait. Vu que le nombre de morts a baissé, du coup, on est passé au nombre de patients en réa. Vu que le nombre de patients en réa a baissé aussi, on est passé au nombre de cas positifs avec des millions de tests frauduleux qui détectent même les papayes et les ailes de poulet positives au coronavirus. Si on doit réagir, c'est qu'on doit freiner la diffusion du virus. D'abord pour protéger les autres. Parfois nous-mêmes, ça dépend d'où on parle. Mais les plus âgés, les plus vulnérables, les plus précaires. Premier objectif. Deuxièmement, on doit protéger notre système de santé, nos soignants. Moi je dis qu'on doit nous protéger des fake news de ce gouvernement. Vous allez voir des exemples de propagande en fin de cette vidéo. Écoutons le docteur Delépine sur le sujet. Il y a une peur organisée dans ce pays qui est absolument fabuleuse. Vous savez bien que Gérard Delépine affectionne de faire ses cours régulièrement et qu'on en publie un maximum. Oui. Il a fait le bilan avant-hier, il y a quelques jours sur France Soir avec les courbes à nouveau de l'épidémie mondiale. On n'est pas dans une deuxième vague. On est dans les queues d'épidémie où il y a toujours quelques malades en plus. Oui, mais non, Madame Delépine, ça c'est pas vendeur. Ce gars-là veut encore faire du pognon. Écoutons-le encore diffuser de la grande peur. Et cet objectif, de manière très concrète, c'est freiner le virus, c'est faire que ces 20 000 nouveaux cas par jour, on va devoir les ramener à 3 à 5 000 cas par jour, parce que là on peut maîtriser. C'est que ces 200 entrées en réanimation, on doit aussi fortement les réduire, pour au fond revenir à un niveau de nombre de cas Covid en réanimation qui est de l'ordre de 10 à 15% d'honoraires au maximum, parce que là c'est soutenable. Et oui, donc ce couvre-feu, qui est en fait un mini-confinement du soir, va nous aider à faire tout ça. Écoutons son cher ministre de la Santé sur le sujet. Mais en réalité, vous savez, ce qui fait que la grippe s'arrête au printemps, c'est pas la chaleur, c'est qu'en fait, au printemps, qu'est-ce qui se passe ? On ouvre les fenêtres, on ouvre les portes, on n'est plus confiné dans des lieux, on va dehors. Et donc, c'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Voilà, donc le confinement provoque la circulation du virus. Je rappelle que l'Organisation mondiale de la santé est revenue la semaine dernière sur sa position initiale sur le coronavirus, en appelant tous les dirigeants mondiaux à cesser de confiner leur pays et leurs économies. L'OMS a également affirmé que la seule chose obtenue avec les confinements était la pauvreté, en rendant les pauvres encore plus pauvres. Mais évidemment, le roi Macron pense autrement dans son ego. Donc, vous avez très bien dit, face à ça, il serait disproportionné de reconfiner le pays. Notre objectif, ça doit être de réduire les contacts privés qui sont les contacts les plus dangereux. C'est-à-dire les moments
un peu de relâchement, on va se retrouver avec des gens qui ne sont pas dans notre cellule familiale et où on va, c'est ce qui est souvent des moments de convivialité, il faut bien le dire, c'est ça qui est cruel dans la gestion de cette maladie, des moments où on risque de s'infecter parce qu'on va être trop proches les uns des autres pendant une certaine durée. Oui, donc en fait, s'il n'utilise pas le mot confinement, le couvre-feu est quand même un confinement. La restriction de sortir et de voir ses amis est un confinement. Écoutons le docteur Robert Sebag. Avant d'installer un couvre-feu, nous serions heureux de connaître l'évaluation de ce qui a été fait sur la fermeture des bars et des restaurants, par exemple à Marseille. Oui. Ça fait 15 jours, j'aimerais savoir quelle a été l'influence de cette décision. Quelle a été l'influence de la décision 22h, fermeture des bars à Paris depuis une semaine. On l'a pas. Avant d'instaurer, il faut dire, ben voilà, c'est un échec, on a essayé ça, ça marche pas, on va aller plus loin. Moi, je l'ai pas, cette évolution. Mais c'est un échec manifeste. Et oui, il y a absolument aucune étude des résultats sur la fermeture des bars et restaurants après 22h. La seule étude disponible vient de l'imagination de Macron, ex-banquier d'investissement des Rothschild, et des conseils scientifiques grassement rémunérés par des liens d'intérêt avec les laboratoires pharmaceutiques. Robert, il faut trancher. Oui, mais en tant que responsable de santé, moi je vois arriver des dépressions, je vois arriver des troubles du sommeil, extrêmement importants. J'ai peur qu'il y ait aussi une vague de suicide. Pardon de parler comme ça. Donc il faut trouver effectivement cet équilibre entre les deux. Et moi je pense que pour trouver cet équilibre, il faut changer ceux qui nous dirigent. Ça semble juste évident. Et donc oui, ce qu'on appelle le couvre-feu est une mesure qui est pertinente. On en a vu la pertinence très concrètement en Guyane. C'est ce qu'on a fait en Guyane, ça a permis de ralentir les choses. Mais le ralentissement des contacts sociaux, c'est ce qui nous a permis d'être efficaces en Mayenne, c'est ce qui nous a permis d'être efficaces en Guadeloupe, qui a été très durement touchée et qui est en train de réussir à réduire justement la circulation du virus. Alors regardons en Suède les mesures de confinement avec des couvre-feux et des mesures de restriction encore plus importantes qu'en France. Bah non, en fait, en Suède, il n'y a rien du tout, pas de masque, pas de confinement, sauf pour les personnes à risque, pas de couvre-feu, et tout va bien. C'est la fin de l'épidémie chez eux, mais chez nous, c'est la guerre. Et donc la décision que nous avons prise, c'est en effet un couvre-feu. Un couvre-feu qui va s'appliquer à la région Île-de-France, où le virus circule très activement, et à plusieurs métropoles, à 8 métropoles en plus de la région Île-de-France. Je les cite pour que ce soit clair pour tout le monde. Les métropoles, je dis bien, de Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse. Alors écoutons tout de suite Pascal Praud. Il y a 1500 personnes en réa. Vous vous rendez compte de l'incurie, d'une certaine manière, de ceux qui nous gouvernent. Il y a 1500 personnes en réa et on boucle la France pour 1500 personnes en réa. C'est ça la réalité de ce pays. Moi, je trouve ça effrayant depuis le départ. Je passe mon temps à le dire. Je trouve ça effrayant depuis le départ. Non, mais on parle de... Donc c'est 1500 personnes. Alors, ce sera peut-être 2000 personnes en réa, 2500 personnes. Mais on est 70 millions de Français. Il y a 1500 personnes en réanimation. Et oui, ça semble juste logique. 1500 personnes en réanimation à cause du Covid, dont certains y sont pour 2 ou 3 litres d'oxygène. Ce qui est du jamais vu en France. Ces personnes ne devraient pas être en réanimation, mais vu que l'État donne 4500 € pour les personnes positives au coronavirus en réanimation, certains hôpitaux en profitent et font gonfler tous les chiffres. Si pendant 6 semaines, nous tenons ce couvre-feu, on est collectivement responsable justement d'un engagement collectif de réduction de ces contacts, à ce moment-là, nous pensons que nous pourrons progressivement réouvrir. Je suis très prudent parce que l'expérience nous enseigne qu'on ne maîtrise pas tout, qu'on ne sait pas tout dire. Allez, petit retour en Suède. Et retour dans la terreur. Et au fond, ce qu'on veut surtout attraper, si j'ose dire, à travers cette mesure de couvre-feu, c'est tout ce qui a fait progresser le virus dans ces régions, c'est-à-dire les rendez-vous, entre guillemets, privés, les parties, les anniversaires, les moments de convivialité, on se retrouvait à 50 et 60, des soirées festives. Malheureusement,
parce que ce sont des vecteurs d'accélération de ce virus. Alors regardons ce qu'en dit Monique, le logiciel des autorités sanitaires pour traquer les clusters. On voit très bien que les clusters sont principalement créés très largement dans les entreprises, les milieux scolaires et universitaires et les établissements de santé. Les événements publics ou privés arrivent seulement en 4e position. Donc ce que nous dit encore Macron est un pur mensonge. Regardons ce qui se passe dans une fac où le danger est 2 fois plus important que dans tous les événements publics et privés, pourtant beaucoup plus nombreux. C'est incroyable. Voilà, mais pour notre dictateur, en mode de pensée unique, la réalité est tout autre. Il est sûr qu'il y aura des conséquences économiques pour ces secteurs. Il y a des restaurants qui vont fermer. Et donc, de manière très claire, par exemple à Paris, on sait très bien que si on demande ce couvre-feu à 21h, on a même des restaurants qui décideront de fermer. Donc je vais être très clair pendant ces 6 semaines. D'abord, on y reviendra sans doute quand on parlera d'économie, mais le chômage partiel à plein, c'est-à-dire 100% pour l'employeur, va être réactivé pour tous ces secteurs. Écoutons le bon sens d'Alexis Poulain. Et là, nous avons des dirigeants qui décident de manière totalement, mais sans vote, sans rien. C'est-à-dire qu'on est hors cadre de la démocratie. On est dans les lois d'exception. On est dans cette guerre sanitaire qui leur permet de pousser les lois d'exception et qui nous interdisent de nous déplacer librement. Mais pourquoi nous devrions accepter ça? Je suis citoyen français, j'ai été outré par ce que j'ai entendu ce soir, par le petit sourire narquois de M. Macron qui disait c'est difficile d'avoir 20 ans en 2020, mais je crois que c'est difficile d'être citoyen français sous cette présidence. Rien à ajouter, retour sur le plateau du roi et de ses 2 serviteurs. Nous allons continuer à travailler. Notre économie en a besoin, notre société en a besoin, on en a besoin. Nos enfants ont besoin de continuer d'être à l'école. Je me félicite que nous ayons été parmi les premiers pays à rouvrir nos classes, qu'on ait réussi la rentrée scolaire, et je remercie nos enseignants qui ont fait un travail formidable. On doit continuer ça. On doit continuer de pouvoir aller au travail dans tous les secteurs, pour soigner, pour faire tourner notre industrie, nos services, et notre pays a besoin de ça. Son moral, et puis pour financer le reste du modèle. Bref, encore juste du blabla, réécoutons du bon sens dans cette période délirante. Depuis 2018, pas 2017, je pense qu'il y a eu un an où tout allait à peu près, mais depuis la crise des Gilets jaunes, on a vu des débordements d'autoritarisme à un point tel qu'on n'avait jamais connu en France. Et là, ce soir, on a un roi qui décide unilatéralement de nous empêcher d'aller et venir parce que, soi-disant, un virus serait dangereux seulement à partir de 21h. Mais rendez-vous compte de la folie qui est en train de s'imposer sur nous. Et oui, ça c'est du bon sens. Et d'ailleurs, je vous invite à rejoindre l'association Bon Sens pour s'organiser et lutter ensemble. Je vous invite également à rejoindre Odyssée pour la liberté d'expression qui est si importante dans cette période de censure massive. Pour celles et ceux qui ont des urgences, par exemple sanitaires, il y aura des autorisations. Donc on va définir les cas, là aussi, je dirais, de bon sens, qui permettront de circuler. Il n'y aura pas une interdiction de circuler entre 21h et 6h du matin. Il y aura une stricte limitation aux bonnes raisons. Mais ça veut dire, par contre, qu'on n'ira plus au restaurant, on ne sortira plus du restaurant après 21h, qu'on n'ira plus chez des amis, qu'on n'ira plus faire la fête, parce qu'on sait que c'est là qu'on se contamine plus facilement et qu'il faut réduire. Et oui, donc il le répète avec le sourire, sans mensonge, sans aucune honte, des dollars plein les yeux. Alexis, c'est à toi. Je suis désolé, ce virus n'a aucune raison de nous empêcher de faire ce qu'on veut après 21h. N'a aucune raison de faire fermer la porte à je ne sais pas combien de milliers de restaurateurs, de patrons de boîtes de nuit, de patrons de bars. Ce virus n'est pas là pour tuer l'économie. Or, ce que nous dit Emmanuel Macron, c'est qu'il faut travailler pour sauver l'économie, mais il y aura des secteurs sacrifiés. Et il y aura des morts, parce que c'est une guerre, et il y aura des morts. Mais comment peut-on accepter une chose pareille? On a un président de la République ce soir qui nous parle. Et voilà ce qu'il nous dit, simplement, qu'il va nous faire souffrir, qu'il va nous faire souffrir pour notre bien. Et oui, mais c'est ce qu'il fait depuis son élection, mettre le peuple dans la misère, vendre notre pays à la découpe, détruire tous les services sociaux, les acquis sociaux. Mais vous inquiétez pas, il nous veut que du bien. Ce que j'espère aussi, ce que j'attends de chacun d'entre nous, c'est que, comme on l'a fait au moment du confinement, chacun soit conscient des risques et de l'enjeu. Vous savez, au moment du confinement, nous avons été l'une des nations qui a le mieux respecté cette décision. Elle était très difficile. Les Français ont été exemplaires, parce qu'ils ont compris que c'était pour protéger les plus fragiles, pour protéger nos soignants. Et nous l'avons respecté beaucoup mieux que dans d'autres pays. La parole à Michel Onfray. Comment en est-on arrivé là? Quand même ce mot, là, couvre-feu, on a entendu il y a quelque temps que c'était la guerre, une fois, 2 fois, 3 fois, plusieurs fois. On a un vocabulaire extrêmement martial, tout ça pour ne pas dire que on a détruit l'hôpital public français, on a détruit la santé française, le bien public et l'intérêt général ne font plus la loi. Dans les hôpitaux, on sait très bien que c'est l'argent, c'est le marché qui fait la loi. Ce qui semble juste normal pour un banquier d'investissement. Et puis, une dernière règle. Je dis ça parce qu'on a regardé ce qui marchait chez nos voisins, chez les autres, cette fameuse règle des 6. Au restaurant,
On l'a dit, je remercie une fois encore nos restaurateurs, on a dit pas plus de 6 à table. Eh bien, au maximum, pour notre vie personnelle, il faut qu'on fasse ça. Si on est une famille de 7, 8, 9, 10, c'est évident, on continue à avoir une vie familiale normale. Là aussi, il faut avoir du bon sens. Alors oui, regardons avec bon sens les cantines d'université. Et comme on peut le voir, la règle des 6 est tout à fait respectée partout. Ils sont bien 6 par table de 4, les unes collées après les autres. Et cet imposteur veut nous faire croire que cette règle est une règle de bon sens. Il délire complètement. Parfois, on réisole les gens. Vous savez, le télétravail, je vais être un peu direct. Quand on a une résidence secondaire tout à fait sympathique et qu'on télétravaille, c'est chouette. Quand on a un appartement, que les enfants sont à la maison, qu'on a de la promiscuité, ça devient vite très dur. Et puis, on a besoin d'échanger avec des collègues de travail. Bon. Donc, il faut là aussi du bon sens. Donc, merci pour la pub, cher président. Abonnez-vous tous à l'association Bon Sens, l'association où nous allons tous nous regrouper pour faire bouger tous ces imposteurs sur leurs pieds d'argile. C'est à vous, docteur Nicole Delépine. Probablement la pire conséquence, non pas même des malades du Covid, du cancer ou autre chose, mais des malades psychiatriques dans les années à venir, parce que ça fait des stress post-traumatiques pas possibles chez les gens. Donc ça me paraît tragique. Et alors que quand même, clairement, si on est un peu honnête, si on regarde les courbes, si on prend les critères OMS, critères Santé France, les critères OMS, etc., on voit bien qu'on n'a pas de vase. Oui, mais sinon, comment on enrichit ceux qui sont déjà gavés de pognon pendant que le peuple crève la dalle? Et puis, il faut bien habituer les gueux à devenir des esclaves de ce système. Pour traiter ces tests en moins de 2 jours, parce qu'au-delà de 2 jours, c'était de l'argent jeté par les fenêtres. Alors, vous avez raison, on a rencontré des vraies difficultés sur ce sujet. Je crois qu'il faut le dire et les partager. Pourquoi ? Parce qu'on a monté, on s'était donné des moyens, et on a plutôt suivi la trajectoire des moyens qu'on s'était donnés. On est aujourd'hui l'un des pays qui teste le plus en Europe. Pas forcément le plus efficacement. Non, mais je vais revenir pourquoi, parce que ça, c'est les techniques de test. Alors non, c'est pas des techniques de test, c'est de la fraude. On amplifie des échantillons au-delà des 35 cycles, ce qui est juste pour augmenter le nombre de cas positifs. Car au-delà de 35 cycles, le virus est mort dans l'organisme. Je voudrais dire quand même quelque chose sur les tests, ces fameux tests français. Oui. Parce qu'il faudrait quand même écouter les gens compétents sur les tests. D'abord, la personne qui a inventé ces tests PCR, je sais plus comment ça s'appelle, Cariboulis, non, je sais pas, je peux vous redonner le nom. En tout cas, a dit que ce n'était absolument pas un test destiné à dépister les contagieux. Ni les symptomatiques. Mais bon, c'est utile pour brandir le cadavre de la peur. Rappelez-vous la polémique qu'on a eue à la rentrée sur les masques, est-ce qu'il fallait que ce soit gratuit ou pas à l'école? On l'a rendu gratuit pour tous les enfants de familles modestes ou les plus précaires. Des millions. Parce que c'était pas gratuit pour tout le monde, on a eu des polémiques. Vous pensez que la solution, c'était de rendre payant le test? Moi, je crois pas. C'est pas ça, Non. c'est de prévoir Donc, les moyens pour analyser les tests. J'assume totalement qu'on ait en effet rendu le test gratuit. Et oui, gratuit, car on ne le paye pas sur le moment, mais qui le paye au final, c'est nos impôts. Et donc le gars, il assume complètement de gaspiller plus de 500 millions d'euros de notre argent public pour des tests qui ne sont pas fiables dans 95% des cas, selon les études. Est-ce qu'à un moment, on va avoir aussi en France un débat sur l'usage qui est fait de cet argent collecté en quantité de plus en plus importante? Les dépenses de santé, c'est 3 600 € par Français et par an. Nous sommes le pays, c'était encore écrit dans les journaux aujourd'hui, le champion du monde des dépenses de santé dans l'Union européenne. 11% du PIB, record avec l'Allemagne. Et oui, on dépense énormément dans la santé, autant qu'en Allemagne. Donc normalement, on devrait avoir un système de santé beaucoup plus robuste qu'en Allemagne, vu qu'ils ont 85 millions d'habitants et nous, moins de 70 millions. Mais en fait, non, et écoutez, pourquoi? Sauf que nous, la différence, c'est qu'on sait qu'une partie très importante de ces dépenses, ça passe dans de l'administration, ça passe dans en fait, c'est des tuyaux qui servent à rien. Je suis désolé. L'Allemagne a un système privé énorme. C'est pas des soins, c'est pas de l'usage thérapeutique efficace. Nous, on perd de l'argent dans toutes ces tuyauteries. Enfin, on a vraiment un grand problème d'État, de fonctionnement, d'incapacité. Et oui, une grosse partie de cet argent, environ 50 milliards d'euros, passe dans des systèmes administratifs totalement inutiles, comme les ARS, qui au final ne servent à rien, sauf à mettre des bâtons dans les roues du vrai personnel soignant. On doit progressivement aller vers une stratégie qui est partout dans notre pays, tester, alerter, protéger. C'est la clé de la stratégie qu'on doit faire monter en puissance tout le mois de novembre et en décembre. Parce que nous en avons jusqu'à l'été 2021, au moins avec ce virus, tous les scientifiques sont clairs. Et donc si on ne veut pas faire tout le temps
des blocages, redémarrages. Il faut qu'on arrive au fond à beaucoup mieux suivre ce virus. Et oui, car ce gars et ses conseils scientifiques ont encore regardé dans leur grande boule de cristal. Que l'épidémie a changé. Pourquoi ? Parce qu'on soigne mieux. Imaginez quand même que les gens qui passent en réanimation sont très rapidement anticoagulés, ce qu'on ne faisait pas. On utilise des corticoïdes, ce qu'on ne faisait surtout pas. On utilise des antibiotiques de couverture, ce qu'on ne faisait pas. Et on utilise des ventilations non invasives, ce qu'on ne faisait pas. On fait énormément de choses qu'on ne faisait pas. Ce qui fait que les gens, d'abord, sont pas intubés en réanimation, restent beaucoup moins de temps en réanimation et surtout guérissent. Et oui, et ça, c'est la vraie vérité constatée un peu partout en France et dans le monde. Les derniers chiffres nous disent que Stop Covid a servi à alerter, à ce jour, 493 personnes. Alors, je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. C'est-à-dire que c'est surtout, ça a été beaucoup moins téléchargé que tous nos voisins. 2,5 millions de personnes à peu près. Les Britanniques, les Allemands ont beaucoup plus de téléchargements. On n'a pas réussi. Mais quand je regarde nos voisins aujourd'hui, et les cas qui ont été identifiés par une telle application, même en Allemagne ou en Angleterre, très peu. Ouais, donc écoutez bien, elle dit que le Stop Covid fut une application qui fut un échec, car elle fut très peu téléchargée. Alors que chez nos voisins, elle fut téléchargée massivement, mais elle fut également un échec. Alors écoutez bien ce qu'il va dire maintenant. Donc, depuis plusieurs semaines, j'ai demandé aux équipes de complètement reconfigurer les choses. Il faut qu'on ait une nouvelle application, elle va s'appeler Tous Anti-Covid. Chacun est mobilisé. C'est une application... Et on a regardé ce qui marchait chez les autres, il faut apprendre de nos erreurs. Voilà, donc il dit qu'il va ressortir une nouvelle application qui va encore nous coûter un pognon dingue en suivant ce qui marche chez les autres. Alors que juste avant, il disait que même dans les autres pays, l'application téléchargée massivement avait été un fiasco. Mais alors pourquoi font-ils toute cette mascarade ? Écoutons de la propagande. Et quand est-ce qu'on va sortir de cet engrenage ? Quand est-ce qu'il va y avoir une sortie de crise possible ? Et moi, j'ai qu'une réponse, c'est vaccin. Non, mais C'est vaccin. Mais je suis pas certain. D'abord, vous dire que le principe de vaccin, comme pour tous les vaccins, c'est qu'il doit être à la fois efficace et sûr. Nous proposerons un vaccin aux Français lorsqu'un vaccin aura démontré qu'il est efficace et sûr. Nous avons commencé avec 4 pays, à l'initiative de la France, de l'Italie, de l'Allemagne et des Pays-Bas, à contractualiser un pré-contrat avec un laboratoire anglais pour une première commande de vaccins qui pourrait être disponible dans les prochains mois. Voilà, donc tout le monde a bien compris qu'ils veulent vraiment nous vendre ce foutu vaccin. C'est clairement leur objectif, malgré un nombre de morts qui est très bas. Même au niveau mondial, on a 9 fois plus de morts de faim dans le monde chaque année que du coronavirus. Alors que pour les morts de faim, on a un vrai traitement. Je pense qu'il faut, dans le pays des Lumières et de Pasteur, qu'on arrête d'avoir des espèces de débats permanents sur les faits ou la vérité scientifique. Il y a un conseil scientifique qui joue un rôle essentiel. Il va d'ailleurs être pérennisé. Je remercie ses membres. Mais voilà, on a quelques certitudes. Il faut s'en donner aux faits et pas dire chaque jour « ceci n'est rien, on peut faire comme ça ». Donc, si on se base sur les faits, on peut dire « c'est grave, c'est sérieux », mais se mobiliser. Bref, ce qu'il dit n'a plus d'importance, il va pérenniser ses conseils scientifiques qui depuis le départ nous disent que des conneries et pourtant il leur renouvelle sa confiance. Allez, un autre exemple de propagande. C'est Google, chacun peut le vérifier, vous tapez Qu'est-ce que Covid c'est et France. Ça c'était au mois de mars-avril, c'est la mortalité en France. D'accord. Covid, hein. Covid. Donc ça c'était mars-avril, ça c'est maintenant, c'est actualisé jusqu'au dernier chiffre qu'on a. Qu'est-ce que c'est votre source là ? C'est Google, c'est les chiffres officiels de la France. Vous tapez n'importe quel pays plus Covid sur Google, vous avez ce tableau qui sort dans tous les pays du monde. Donc ça c'est pas des données Florian Philippot. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la seconde vague. Hein, donc je dis pas qu'il y a rien, Et peut-être que derrière il y aura bien pire parce que moi je ne sais pas si la maladie est saisonnière. Voilà, donc je confirme que cette courbe est la courbe officielle du nombre de morts positifs au coronavirus en France. C'est une courbe officielle des données officielles du gouvernement. Alors écoutez bien comment vont réagir les pseudo-journalistes de plateau. Intervenir sur votre papier. Votre papier, une référence Google, ça ne veut rien dire, monsieur. Mais c'est pas Google. Alors dites-moi, quelle est la référence de votre courbe exactement? Quelle est la source? C'est les chiffres officiels de la France qui sont repris. Mais quels chiffres officiels de quel site et de quoi? Ah bon, vous en êtes sûr? Je ne crois pas, monsieur Philippot. Cette courbe, elle ne ressemble pas à ça. Donc il faut faire attention parce que là, vous faites de la... les gens en direct peuvent taper sur leur ordinateur ou leur téléphone. Il faut être précis. Alors la Elvis Presley au féminin est une journaliste et elle ment clairement sur cette courbe qui est juste une évidence mais que l'on nous montre sur aucun plateau de propagande. Car c'est évident qu'en regardant cette courbe, il n'y a pas de seconde vague comme au printemps. La raison d'espérer, je vais vous dire, c'est que nous sommes en train de réapprendre à être pleinement une nation. C'est-à-dire qu'on s'était progressivement habitué à être une société d'individus libres. Nous sommes une nation de citoyens solidaires. Nous ne pouvons pas nous en sortir si chacun ne joue pas son rôle, ne met pas sa part. Voilà la clé. Et donc, je le dis très clairement, le message que je suis venu passer ce soir,
c'est que j'ai besoin de chacun d'entre vous. Allez, un petit résumé de l'interview de l'imposteur. Le grand oublié de l'interview, c'était les chiffres. Combien de personnes ce soir en réanimation? Combien de personnes ce soir sont mortes? Quel était leur âge? Quelles étaient leurs conditions de comorbidité? Qui tue ce virus? Quel est le danger réel? Pourquoi nous en sommes là? Parce que derrière, nous avons des gens qui acceptent, qui vivent dans la peur, des médias qui ont joué avec la peur, ce n'est pas le cas de RT France, je vous remercie, et un système qui a permis à Emmanuel Macron d'étendre une toile d'autoritarisme sur un pays pourtant libre. Allez, on va terminer sur un dernier exemple de propagande. Écoutez bien. Parce que, vous savez, en 2017, la grippe a tué entre 20 et 30 000 personnes en France. C'est une forte grippe. 20 et 30 000 personnes. Bon, on n'est pas très loin des chiffres du Covid cette année. En quelle année? On est à 32 000, 2017. On est à 32 000 personnes mortes de la grippe en 2017. 20 à 30 000 personnes, c'était une forte grippe en 2017. Là, on est à 32 000 aujourd'hui. Donc, on n'est pas très loin. Or, un mort de la grippe vaut pas moins qu'un mort du Covid. Et oui, il a tout à fait raison sur les chiffres, mais évidemment, cette information détruit la frayeur que les médias collabos essayent de propager. Alors, écoutez attentivement leur réaction de manière collective, comme une meute de loups qui attaque une brebis. Docteur Hamon, il y a eu 20 à 30 000 morts de la grippe en 2017? Attendez, est-ce que je peux finir? Juste oui ou non? Juste oui ou non? Est-ce que je peux finir? Mais monsieur Philippot, on ne peut pas vous laisser dire n'importe quoi. Monsieur Hamon, pense qu'il veut. C'est pas. Il y a eu combien de morts? De la grippe, mais qu'est-ce que vous racontez? Monsieur Hamon me contredira évidemment. C'est le même nombre que le Covid. 5 000 morts. 5 000, s'il vous plaît. 5 000. Mais vous dites 5 000 au hasard. Non, c'est monsieur Hamon qui le dit. Mais 30 000, 5 000, c'est une année normale de grippe. 5 000, c'est même pas une année normale de grippe. La moyenne de morts de grippe par hiver est d'environ 15 000. Sauf bien sûr pour l'hiver dernier où nous avons eu environ 72 morts de grippe. Mais chut, c'est parce que c'est nous les complotistes. Alors écoutons la vérité. S'il vous plaît, avancez. Épidémie de grippe, la surmortalité hivernale a atteint 21 000 décès, le point. Allez, merci beaucoup. Bon, stop. Ça c'est fait. Les polémiques pour les polémiques, ça ne sert à rien. C'est rapide. Non, mais enfin, écoutez. Ah non, c'est Benjamin Morel qui est d'accord. Moi, quand je donne un chiffre sourcé, écoutez, et monsieur Hamon, il le sait pas non plus, il fait semblant de savoir, c'est pas bien. Voilà, et ça, c'est nos médias d'information. Débranchez vos télés, mes amis. Nous sommes en danger avec ces imposteurs. Rejoignez tous l'association Bon Sens pour tous nous défendre et la plateforme Odyssée pour préserver notre liberté d'expression. N'oubliez jamais, sans aucune liberté d'expression, nous serons pris définitivement au piège. Alors, rejoignez-nous pour reprendre notre futur en main. Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.